Pénélope Fillon, mise en examen dans l'enquête sur ses emplois présumés fictifs. On l'a appris de sources judiciaires ce mardi. L'épouse du candidat des Républicains est la troisième personne mise en examen dans cette affaire. Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit. La première ministre britannique la remettra ce mercredi à Bruxelles. Le Parlement écossais, lui, a donné son feu vert à Nicola Sturgeon pour demander un nouveau référendum d'indépendance. Simone Gbagbo a quitté des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste néanmoins derrière les barreaux. En 2015, elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. Pénélope Fillon a donc été mise en examen. C'est ce qu'on a appris de sources judiciaires ce mardi. 3 charges ont été retenues contre l'épouse du candidat des Républicains dans l'enquête sur ses emplois présumés fictifs. Complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Après François Fillon et son ancien suppléant à l'Assemblée Marc Joulot, Pénélope Fillon est donc la troisième personne mise en examen dans cette affaire. De l'aveu des autorités, ce sont les plus grosses manifestations jamais organisées en Guyane. Selon la préfecture, il y avait jusqu'à 10 000 personnes à Cayenne, 4 000 à Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième ville du territoire. La grève générale, elle se poursuit. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer sont attendus sur place ce mercredi. Benoît Mousset. Ils sont des milliers à avoir répondu à l'appel. Et avant tout, le symbole de la grève en Guyane, les 500 frères. Le groupe qui dénonce l'insécurité dans le département. Ils sont là pour nous protéger. Ils ne sont pas là pour nous agresser. C'est le contraire, il y en a marre. Un ras-le-bol partagé par toutes les classes sociales et toutes les professions. La Guyane va mal, tout le monde va mal, la société va mal, tous les corps de métier, toutes les professions. Personnellement, je suis enseignante, ça va mal dans l'enseignement également. Donc il faut se mobiliser. Nous sommes les oubliés de la France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de le montrer encore au gouvernement. Il n'y a pas que l'insécurité, on voit qu'il y a un manque criant de moyens, que ce soit humain, économique, technologique, qui est flagrant par rapport à la métropole. Ils manifestent avec leurs robes. Des avocats et des magistrats de tous les tribunaux du département qui dénoncent l'abandon de la métropole. Il manque de tout dans notre quotidien au niveau de la justice. On n'a pas de locaux, on a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la magistrature parce qu'il manque de moyens, manque de greffiers, manque de magistrats. Nous sommes encore déterminés! Toute la Guyane va encore rester paralysée par la grève générale. Face à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement a décidé d'y envoyer les ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer ce mercredi. C'est ce que les manifestants réclamaient depuis le début de la crise. La communauté chinoise de France est en colère. Des dizaines de personnes se sont une nouvelle fois réunies dans le 19e arrondissement de la capitale où des heurts ont éclaté avec la police. C'est là qu'un Chinois a été tué par un policier dimanche dans des circonstances encore floues. Pékin s'inquiète et demande officiellement à Paris de garantir, je cite, la sécurité et les droits de ses ressortissants. Charlotte Prudhomme. Ces ressortissants de la communauté chinoise à Paris sont en colère. Dimanche, un homme a été tué par des policiers à son domicile dans des circonstances encore floues. On a la haine, le policier ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça, à la maison en plus. La Chine a réagi. Elle demande à la France d'assurer la sécurité de ses ressortissants et l'ouverture urgente d'une enquête. L'ambassade de Chine en France a envoyé des émissaires pour rencontrer la famille du défunt et a offert de l'aide. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui l'ambassade de France en Chine pour porter plainte. Nous continuerons à suivre le développement de cette affaire avec notre ambassade en France et assurer la sécurité, le droit légitime et l'intérêt des citoyens et des institutions chinoises en France. Réponse des autorités françaises, la sécurité des Chinois en France est une priorité. Dimanche soir, alors que des policiers interviennent pour un différend familial dans cet immeuble du 19e arrondissement de Paris, les forces de l'ordre ouvrent le feu. Xiao Yoliu est père de famille, il vient d'être abattu devant ses enfants. Pour la police, il s'agit de légitime défense car l'homme se serait jeté sur eux. Ce dernier lui porte des coups de ciseaux au niveau de l'aisselle. Notre collègue hurle,
il est en train de me planter, son collègue, assurant sa protection, fait feu une fois en direction de l'individu et le blesse mortellement. Sa famille conteste cette version et dénonce un tir sans sommation. La fille qui était près de son père, d'ailleurs, nous le dit, jamais à aucun moment, son père n'a attaqué les forces de police. Jamais. Il avait juste le ciseau en main et, selon les dires de sa fille, un coup de fusil à pompe est tiré, directement, sans sommation. Lundi soir, près de 150 personnes se sont réunies pour manifester face au commissariat. Le rassemblement a dégénéré. Depuis, 35 personnes ont été interpellées et 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une par la police des polices. Je vous le disais en titre, dans quelques heures, le Royaume-Uni va donc déclencher le Brexit. Theresa May a signé la lettre de divorce avec l'Union européenne. Elle sera remise ce mercredi au président du Conseil européen Donald Tusk. Et à la veille de ce jour historique, le Parlement régional écossais a autorisé la première ministre Nicola Sturgeon à demander l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance à Londres. Un pari loin d'être gagné, Theresa May jugeant que ce n'est pas, je cite, le bon moment. Raphaël Vivant. À la veille du déclenchement du Brexit, les députés écossais ont voulu donner un signal fort. À 69 voix contre 59, ils ont validé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance, défendu par la première ministre écossaise. Le peuple d'Écosse devrait avoir le droit de choisir entre le Brexit, possiblement très dur, et de devenir indépendant et capable de tracer son propre chemin et de créer un partenariat d'égal à égal à travers le Royaume-Uni. Après ce feu vert, Nicola Sturgeon doit désormais obtenir l'accord du Parlement de Westminster et de la première ministre britannique. Theresa May qui a rappelé lundi son opposition au projet, déclarant que l'heure n'est pas aux divisions. Une vision partagée par les conservateurs écossais. Pour ces derniers, un tel référendum est une perte de temps. Ce n'est pas un plan sérieux fait par un gouvernement raisonnable. Ce sont les indépendantistes réchauffant les mêmes recettes pour nous diviser. Prenez une proposition irréalisable, ajoutez de la verdure, remuez les doléances et servez. Cela a pu marcher un jour, mais laissez-moi dire à la Première ministre, cela ne sent pas bon et les Écossais n'y croient pas. Malgré la victoire du non lors du précédent référendum sur l'indépendance en 2014, Nicola Sturgeon veut y croire. Elle estime que les choses ont changé depuis le vote sur le Brexit. Les Écossais s'étaient alors prononcés majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne. La première ministre écossaise espère tenir la nouvelle consultation sur l'indépendance fin 2018 ou début 2019. Et cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne inquiète beaucoup de Britanniques. Conséquence, ils sont de plus en plus nombreux à demander un autre passeport. Et la France, vous allez le voir, fait partie de leur destination privilégiée. Alix Van Pay. À l'ambassade de France à Londres, les demandes de passeports français ont augmenté de 40% depuis juin dernier. Mélanie Goodfellow, anglaise et mariée à un Français, a elle aussi décidé de changer de nationalité. Oui, je me sens européenne. Ce n'est pas un idéal, je suis vraiment européenne. J'ai toujours été fière d'être britannique. Et puis, ces derniers mois, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire d'être britannique? À quel pays j'appartiens? Et elle ne sera pas forcée de perdre sa nationalité pour devenir française. Selon la loi actuelle, les Britanniques ont le droit d'avoir un second passeport d'un pays membre de l'Union européenne. Une loi qui ne devrait pas changer après le lancement du Brexit. Cette artiste anglaise, Lucy Beckart, souhaite en profiter. Nous ne savons pas à quoi nous attendre avec le Brexit. J'ai demandé le passeport par précaution pour être sûre d'avoir les mêmes droits qu'un citoyen français. Je vais rester britannique, mais je veux avoir ces droits au cas où je déménagerai en France. Selon le journal The Guardian, les Britanniques se tournent aussi vers l'Irlande, l'Italie, le Danemark ou encore la Suède pour obtenir un nouveau passeport. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été acquittée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a été jugée pour son rôle dans les violences post-électorales de 2011. Elles avaient fait 3000 morts. Elle reste tout de même en prison, puisqu'en 2015, elle avait été écopée d'une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Regardez. Coup de théâtre à la cour d'assises d'Abidjan. L'ancienne première dame Simone Gbagbo a été jugée non coupable de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Contre l'avis du procureur général, qui avait requis une peine de prison à vie.
C'est la tristesse et la désolation pour les victimes en Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo. Il faut qu'elle se retrouve à la CPI. Il n'y a que cette justice internationale qui pourra lutter efficacement contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo n'était pas au tribunal pour se réjouir de cette décision. Depuis le mois de novembre, elle boycotte le procès qu'elle juge inéquitable. L'avocat de la Première Dame a toutefois fait part de son soulagement. Je pense que les jurés et même les magistrats de la cour d'assises ont eu beaucoup de courage parce que ce n'était pas évident de rendre une telle décision dans un tel environnement politique. Rendre une telle décision, qui est la décision la plus juste, c'est la reconnaissance d'un dossier vide, mais c'est surtout la reconnaissance de l'innocence de Mme Simone Gbagbo. Arrêtée en septembre 2011, Simone Gbagbo était soupçonnée d'être impliquée dans des tirs d'obus sur un marché d'Abidjan et d'avoir commandité plusieurs assassinats dans le but de maintenir son mari au pouvoir après l'élection de décembre 2010. Président sortant, Laurent Gbagbo avait alors refusé de reconnaître la victoire de son opposant Alassane Ouattara. La crise avait fait plus de 3000 morts en 5 mois. Malgré cet acquittement, Simone Gbagbo n'a pas été libérée. Elle purge actuellement une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. 2 experts des Nations Unies, un Américain et une Suédoise retrouvés morts en République démocratique du Congo. Ils avaient été enlevés le 12 mars dernier dans la province du Kasaï central, une région secouée depuis plusieurs jours par de violents affrontements entre rebelles et policiers. Par la voix de son secrétaire général, l'ONU a annoncé qu'elle fera tout son possible pour que justice soit rendue. On quitte l'Afrique, direction à présent les États-Unis, où Donald Trump ne semble pas partager les vues de Barack Obama sur le climat. Le président américain a signé un décret qui permettra de réexaminer les avances en la matière de son prédécesseur à la Maison-Blanche. Dans un discours, il a même promis un renouveau de l'industrie du charbon, pourtant très polluante. Les précisions de notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Un réexamen tout simplement de ce qui avait été mis en place par le prédécesseur démocrate de Donald Trump, à savoir Barack Obama, et notamment le Clean Power Plan, le plan pour une énergie propre qui prévoyait énormément de réglementation et un véritable projet de transition énergétique pour les États-Unis, l'un des premiers pollueurs au monde depuis les énergies fossiles vers les énergies alternatives, alors que Donald Trump veut précisément faire un virage à 180 degrés, revenir en arrière, notamment sur le charbon qu'il souhaite remettre au goût du jour, mais pas seulement. Pour lui, il s'agit tout simplement de mettre fin à beaucoup des réglementations, il l'a dit, des prohibitions, notamment sur des projets. Par exemple, Barack Obama avait interdit de démarrer de nouveaux gisements miniers sur des territoires fédéraux. Ça, Donald Trump s'en est débarrassé. Puis surtout, il s'attaque à l'Agence pour la protection énergétique avec un budget qu'il a présenté pour cette agence-là qui sera diminué d'un tiers et qui fera que le budget qu'elle détiendra, s'il est approuvé, sera tout simplement au plus bas depuis 40 ans. Donc l'idée de Donald Trump, finalement, c'est de contourner les considérations environnementales qui sont pour lui soit des inventions des Chinois ou alors totalement inintéressantes pour privilégier l'emploi, puisque selon lui, en prenant ces dispositions-là, il le pense en tous les cas, créer de l'emploi. Donald Trump qui espère également obtenir un accord très prochainement sur l'abrogation de l'Obamacare, un projet qu'il n'a pu faire voter au Congrès la semaine dernière, faute de majorité. C'est ce qu'a confié le président américain à des sénateurs ce mardi. Un mot de sport et de football pour finir. La France recevait ce mercredi l'Espagne au Stade de France. Un match amical perdu 2-0 par les Bleus de Didier Deschamps. À noter la première titularisation du monégasque Kylian Mbappé, la nouvelle pépite du football français, âgé seulement de 18 ans. On va écouter le sélectionneur français. C'est jamais agréable de perdre, mais si je ne le fais pas sur des matchs comme celui-là, quitte à souffrir comme on a souffert, et en ayant l'Espagne devant nous, mais c'est là aussi où on se rapproche de toutes les exigences que demande le haut niveau. Voilà pour Didier Deschamps, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.